Et je donne maintenant la parole à son Excellence Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je m'adresse à vous pour la première fois en tant que ministre des Affaires étrangères du Canada alors que nous sommes réunis ici dans cette assemblée sur le territoire traditionnel du peuple Lénape. Le secrétaire général a dit que nous traversons des moments difficiles et qu'un hiver de mécontentement mondial se profile à l'horizon, que nous avons le devoir d'agir. Et je suis d'accord avec lui. De la guerre d'agression de la Russie en Ukraine, aux impacts dans le monde, à la pandémie de Covid, au changement climatique, aux conflits graves, aux difficultés que connaissent maintenant des milliards de personnes, les défis auxquels nous heurtons sont colossaux. Ces crises et la façon dont nous décidons d'y réagir mettent à l'épreuve notre engagement aux Nations Unies. C'est pourquoi nos décisions comptent maintenant plus que jamais. Nous avons le choix. Soit nous respectons et défendons les règles que collectivement nous avons élaborées en 4 générations et qui nous ont donné la plus longue période de paix dans l'histoire moderne, soit nous acceptons que les puissants peuvent violer des règles nous ramenant aux époques les plus sombres de tensions et conflits constants avec des déplacements massifs et des pertes et souffrances. Pour le Canada, le choix est clair. Nous sommes convaincus que nous avons besoin de plus de multilatéralisme, pas de moins de multilatéralisme. Nous avons plus besoin des Nations Unies, pas moins besoin des Nations Unies. Nous avons besoin des Nations Unies efficaces, efficientes, pertinentes et responsables. Tout au long de notre histoire, le Canada a aspiré à essayer d'agir comme un médiateur honnête, prêt à rapprocher les nations et des points de vue divergents. Nous avons travaillé sans relâche au fil des ans pour concevoir, développer, renforcer le système international que nous connaissons maintenant. Nous continuerons de faire cela et nous continuerons de le faire avec vous tous. La semaine dernière, la délégation du Canada menée par le Premier ministre Justin Trudeau a rencontré les dirigeants et les membres de la société civile du monde entier. Le Canada a écouté et nous vous avons entendu. Nombre d'entre vous avaient décrit et condamné l'invasion par la Russie de l'Ukraine comme étant brutale, illégale, injustifiée, comme une violation de la Charte des Nations Unies. Et nous sommes d'accord avec vous. Nombre d'entre vous avaient décrit le relèvement inégal au sortir de la pandémie de Covid-19 comme des parties de toute équité et également comme étant un danger pour la santé publique. Et là encore, nous sommes d'accord avec vous. Vous avez dit vos préoccupations quant au fait que les ODD sont menacés de ne pas être réalisés. Et nous sommes d'accord, nous devons nous y attaquer, bien en tête. Les peuples du monde entier l'ont dit clairement. Les changements climatiques n'appartiennent plus à l'avenir. Non, les changements climatiques sont là, présents, et frappent les plus vulnérables le plus durement. On ne peut pas le nier. Tous les Canadiens compatissent avec les sinistrés des inondations dévastatrices du Pakistan et compatissent avec nos citoyens qui ont été victimes de Fiona. De nombreuses discussions cette semaine se sont concentrées sur le fait que plus de personnes sont déplacées par des conflits et la violence aujourd'hui que jamais à toute époque de l'histoire. Et j'ai entendu des appels pour que l'on tienne responsables, notamment les auteurs des
responsable des victimes du vol PS. 752 femmes et filles ont décrit leur besoin de prendre en main leur destinée, leur avenir, leurs conditions de vie, de contrôler leur corps, ce qui est leur droit. Des personnes courageuses ont témoigné de leur expérience très personnelle et douloureuse de violences sexuelles en période de conflit. Nous les avons crues. Nous les croyons, ces violences sont inacceptables, cela doit changer et nous devons aider les rescapés à remonter la pente, nous devons leur donner les moyens d'en saisir la justice. La liberté d'expression, la désinformation, la mésinformation, la protection des minorités, l'état de droit, le respect de la science, des faits, des éléments de preuve, des déclarations puissantes ont été faites sur ces sujets au cours de cette semaine. Et cela va de pair avec la réduction de l'espace de l'action civique et avec la réduction du dialogue démocratique. Le dialogue ne vient pas ici avec des solutions toutes faites. Non, nous sommes venus pour écouter, dialoguer, présenter nos engagements et pour réagir de façon positive dans l'esprit de la solidarité mondiale, pour la solidarité mondiale. Monsieur le Président, le monde a entendu des histoires épouvantables d'Ukrainiens perdant leurs êtres chers dans la guerre scandaleuse et insensée. L'Assemblée a parlé de façon claire et avec conviction. L'agression de la Russie par la Russie de l'Ukraine viole la Charte des Nations Unies. Cela va à l'encontre même des engagements que nous avons pris en créant cette organisation au lendemain de la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale. Au lieu de respecter les décisions de l'Assemblée et l'ordre juridiquement contraignant de la Cour internationale de justice, la Russie a renforcé son agression, notamment avec des efforts désespérés de justifier l'injustifiable. Alors que le monde est réuni ici à New York pour rechercher des solutions face aux plus grands défis de notre époque, le président Poutine nous a informé de ce qu'il allait enrôler plus de jeunes pour sa guerre qu'il a choisie. Il a menacé notre sécurité collective avec un discours irresponsable et dangereux sur le nucléaire. Pour Poutine, c'est une guerre jusqu'à la mort et pour l'Ukraine, c'est une guerre pour survivre. La machine de guerre de la Russie a causé de grandes souffrances. Le charnier découvert à Izium est la dernière preuve du mépris total de Poutine pour la vie de l'être humain. Les effets de la guerre illégale sont ressentis de par le monde. Nous devons traiter de la crise sécuritaire alimentaire et des autres conséquences de cette invasion illégale de façon novatrice et résolue. Il faut répondre par la force du droit à ceux qui violent le droit. Et un siège permanent au Conseil de sécurité n'est pas une licence pour tuer, ni réduire au silence quiconque, et cela ne doit jamais garantir l'impunité. Président, nous sommes confrontés à des crises majeures. La pandémie de la COVID-19, les changements climatiques, les conflits. Les crises qui étaient autrefois exception sont aujourd'hui la règle. Ces crises mettent à rude épreuve notre capacité d'atteindre les cibles du programme de développement durable à l'horizon 2030. Il nous faut donner un solide coup de barre afin de changer le cours des choses. Un effort de sauvetage urgent et mondial s'impose. Nous devons nous rallier et travailler ensemble pour le bien commun. La seule voie possible pour le Canada et pour le monde est celle de la mise en œuvre de nos objectifs de développement durable. Du point de vue économique, nous avons encore beaucoup à faire pour atteindre une véritable égalité entre États membres. Nous avons bien écouté ce que nos partenaires, nos amis des pays du Sud nous ont dit. Nous entendons leur message de façon très claire. Les institutions financières internationales doivent être réformées. Elles doivent être capables de s'adapter aux crises d'aujourd'hui. Et le Canada répond présent. Aucun pays ne doit être laissé pour compte. Nous travaillerons d'arrache-pied avec nos partenaires pour une réforme juste et équitable du système financier mondial. Il en va de l'équité, mais aussi il en va de la paix et de la stabilité mondiale. Monsieur le Président, la pandémie de la COVID-19 a fauché la vie de près de 6,5 millions de personnes à travers le monde. Le Canada est déterminé à mettre fin à cette pandémie et à en prévenir d'autres. Ensemble,
nous allons poursuivre le combat contre le VIH, la tuberculose et la malaria. La semaine dernière, le premier ministre Trudeau s'est engagé à investir 1,2 milliard de dollars pour soutenir ces efforts. Parlons maintenant de changement climatique. Nous devons agir avec le même sentiment d'urgence que celui que nous avons démontré durant la pandémie de la COVID. La science nous le dit, nous devons en faire plus et plus rapidement. L'ouragan Fiona, qui a frappé plusieurs îles des Antilles et l'Est du Canada, n'en est que le dernier exemple. De l'Arctique aux petits États insulaires, les dérèglements climatiques constituent une menace existentielle et nous en subissons les effets à chaque jour. Le Canada s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 % d'ici 2030, puis d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Et nous nous sommes dotés d'un plan crédible pour y arriver. Le Canada participera à la COP27 en Égypte. Et nous avons bien hâte d'accueillir le monde entier chez moi, à Montréal, pour la COP15 sur la biodiversité, sous la présidence de la Chine. Notre priorité est d'assurer le succès de cette conférence où nous travaillerons ensemble pour renverser la perte alarmante d'espèces animales et végétales. Il en va de notre propre survie. Monsieur le Président, il n'y a pas de solution simple aux défis auxquels nous sommes confrontés. Mais il est évident que de s'isoler, de mépriser la règle de droit et de réduire les gens au silence est contraire au progrès. Et pourtant, certains pays restreignent les libertés civiles, violent les droits de la personne et surveillent massivement leur population. Cette tendance vers l'autoritarisme est des plus inquiétantes. Ce phénomène est particulièrement visible dans la région du Xinjiang en Chine. À cet effet, la publication du rapport des Nations unies sur les droits de la personne constitue une étape essentielle. Ces conclusions reflètent d'ailleurs des récits crédibles d'abus constituant des crimes contre l'humanité. Le Canada s'inquiète de la répression des droits humains que nous observons dans plusieurs pays. L'Université des droits de la personne est bien connue. On le sait, ces droits humains sont universels par nature. On ne peut donc se cacher derrière des prétextes de souveraineté nationale pour les violer. Il y a des limites à défendre l'indéfendable. Nous sommes d'avis que la démocratie, bien qu'elle parfaite, reste le meilleur système pour protéger les droits de la personne et pour progresser en matière de développement durable. Toutes nos démocraties font face à des défis. Chez nous, comme ailleurs, nous devons composer avec l'apathie, l'anxiété et la méfiance envers nos institutions. Monsieur le Président, le Canada est également déterminé à combattre le racisme systémique et nous continuons à prendre des mesures concrètes pour poursuivre la voie de la réconciliation avec les peuples autochtones. En 2017, le premier ministre Trudeau a prononcé ici, en cette Chambre, un discours important et a parlé de notre propre héritage du colonialisme au Canada. Nous travaillons sans relâche pour remédier à ce chapitre sombre de notre histoire et nous savons que la pleine participation des peuples autochtones est fondamentale au développement d'un monde plus juste. Monsieur le Président, l'égalité des femmes et des filles dans toute leur diversité est primordiale à la paix, à la justice et à la prospérité. Comme c'est le cas pour plusieurs pays, le Canada est fier d'avoir une politique étrangère féministe. Ensemble, nous bâtissons une coalition mondiale en appui à l'égalité. C'est ainsi que nous allons repousser les attaques croissantes contre les droits et libertés des femmes. En Afghanistan, les talibans empêchent les femmes et les filles d'aller à l'école. Au Myanmar, les femmes courageuses qui réclament haut et fort le retour du système démocratique sont emprisonnées par la junte militaire, torturées et sujettes à d'affreux actes de violence sexuelle. Monsieur le Président, en Iran, les femmes qui protestent contre la mort de Mahsa Amini sont accueillies par des arrestations et des balles. Nous saluons leur courage et nous sommes à leur côté.
pour dire que le droit des femmes, c'est les droits de la personne. Aujourd'hui, le Premier ministre a annoncé que le Canada sanctionnera ceux qui sont responsables, y compris la soi-disant police des mœurs et ses dirigeants. Du Soudan à Haïti, les femmes bâtisseurs de paix, les défenseuses et militantes des droits de la personne sont ciblées. Nous devons élever notre voix pour les droits des femmes et des filles et pour soutenir, protéger et reconnaître et inclure les femmes bâtisseurs de paix. Nous devons également sans relâche tenir responsables les auteurs de violences sexuelles et nous continuerons de demander la justice pour les femmes du Rohingya et nous ne cesserons pas d'œuvrer tant que ceux qui sont responsables de violences sexuelles en Ukraine ne sont pas tenus responsables. La Charte des Nations Unies consacre la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes. Et pourtant, nous voyons une violence croissante et la mise à mal des droits, des libertés, l'exclusion des femmes et des filles de la table des négociations, des conseils d'administration, de la salle de classe. Les droits à la santé sexuelle et de la reproduction connaissent des revers ou sont niés dans trop de pays pour les femmes et les filles. Et cela n'est pas le fait du hasard. Ce sont des choix délibérés. Pour toutes les femmes ici dans cette salle et pour toutes les femmes de par le monde, je dis ceci, nous vous entendons et le Canada sera toujours à vos côtés pour que vous ayez le droit de choisir. Nous combattrons pour votre participation pleine et entière sur un pied d'égalité dans tous les secteurs de la société. Nous défendrons toujours vos droits, votre dignité. Aucun gouvernement, aucun politicien, aucun juge, personne ne peut vous enlever cela. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, le monde a besoin de plus de multilatéralisme, a plus besoin des Nations Unies, pas moins. Pour ce faire, nous devons rétablir la confiance entre nous. Les crises que nous traversons ont montré les points forts et les points faibles des structures que nous avons mises en place il y a presque 80 ans. Nous avons pu faire face aux difficultés les plus graves avec compassion et efficacité. Mais nous pouvons faire mieux. La paralysie politique et les abus du droit de veto sapent le Conseil de sécurité. Nous encourageons des efforts pour réduire le recours au droit de veto, pour augmenter le nombre de membres au Conseil de sécurité et pour garantir que la voix de chacun soit entendue et pour qu'on y réponde, et ce au sein de tout le système des Nations Unies. Les opérations de paix des Nations Unies exigent nos efforts. Aujourd'hui, le maintien de la paix traverse de grandes difficultés. Le Canada contribue depuis longtemps aux efforts des Nations Unies pour réduire les conflits et nous continuerons à faire cela. Notre engagement auprès des Nations Unies, c'est un engagement essentiel pour les Canadiens. Nous étions là à la création des Nations Unies. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes engagés auprès des Nations Unies. Et nous participerons toujours de façon sincère et franche, car pour nous, la diplomatie, ce n'est pas égal à tromperie et la politique mondiale, cela ne veut pas dire des platitudes mondiales. Le préambule de la Charte des Nations Unies dit bien, nous, peuple des Nations Unies, devons nous rappeler que le destin de milliards de personnes aujourd'hui et le destin de ceux qui ne sont pas encore nés est en jeu dans tout ce que nous faisons. Nous leur devons de faire le plus d'efforts possible, de tout notre cœur, de toute notre âme, fort de notre conviction. Nous pouvons relever les défis que nous imposent l'époque, les circonstances, avec espoir, avec courage et avec l'engagement d'agir pour les citoyens d'aujourd'hui et pour les générations à venir. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la ministre des Affaires étrangères du Canada